Après la pluie vient les beaux temps. Messieurs et dames, on a beaucoup parlé des hommes dans ces pays. L'heure a sonné pour qu'on parle véritablement Congo. Les vrais problèmes du Congo. Et on traite toujours un mal par ses causes, ses véritables causes. Une thérapeutique des chocs s'impose à nous. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle aventure des enjeux. Pour en parler, je vous invite sans plus tarder à découvrir notre invité du jour. C'est Ece Omo. Dr Silas Mimile Makangu. Dr Silas Mimile Makangu est consultant en leadership, conférencier et doctorant en politique internationale, pasteur responsable de l'église Cité Rama. Il est chef d'entreprise et fondateur d'une école de formation en leadership, management et théologie. Dr Silas Mimile Makangu est également auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier en date s'intitule « Cette figure de femme ». Docteur Makangu, bienvenue pour la seconde fois dans Enjeu. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Nous en sommes honorés. Ah, l'honneur et le plaisir sont partagés. C'est ça? Nous sommes encore au début de l'année, c'est une nouvelle année, alors bonne année. Bonne année à vous aussi, bonne année à tous vos téléspectateurs, bonne année à toute la famille, bonne année à tous ceux qui nous suivent et aussi à ceux qui partagent avec nous un même idéal. L'année 2020 a été très difficile, vous le savez, à cause de la pandémie à coronavirus. L'année 2021 aussi ne rassure pas déjà à ses débuts. Mais docteur Makangu, où allons-nous avec ces virus? Bon, où allons-nous? Nous ne savons pas à ce stade ici pronostiquer, mais nous ne pouvons qu'espérer. Espérer à des lendemains meilleurs, espérer à des jours, à un avenir radieux. Avenir à Dieu qui nécessitera de notre part beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices, parce que la donne n'est pas telle qu'elle a été au départ. Nous devons développer une intelligence d'adaptabilité pour pouvoir survivre, mais aussi avancer, progresser en dépit de cette pandémie qui a paralysé presque le monde entier. Vous êtes homme de Dieu, avant tout, vous pouvez lier cette maladie, ces fléaux, à une quelconque prophétie biblique, parce que beaucoup déjà sont en train d'aborder cette maladie dans cette direction. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent comme étant un signe précurseur du temps de la fin, que nous vivrions un signe eschatologique, apocalyptique. Écoutez, cette pandémie n'est pas la première et peut ne pas être la dernière. Parce qu'aujourd'hui, le monde dénombre plus ou moins 7 pandémies, 7 périodes durant lesquelles la Terre, la planète a été... Il y a eu la grippe espagnole. Hein? Il y a eu la grippe espagnole qui a fait plus de décès et des cas que la pandémie de Covid-19. Mais la confiance qui est en moi, c'est à la fois cette confiance que nous avons en Dieu, mais aussi la foi que j'ai en l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme d'aujourd'hui n'est pas l'homme d'il y a quelques décennies passées. L'homme d'aujourd'hui a quand même atteint un certain niveau d'intelligence, un certain niveau d'innovation que l'homme de l'époque, des époques passées n'avait. L'homme de la caverne. Voilà, donc aujourd'hui je crois qu'il est possible. Il est possible, c'est comme j'ai toujours dit, c'est aussi pour nous une manière de repenser notre mode de fonctionnement. Surtout nous les pays africains. Nous devons partir de ce système conjoncturel au système structurel. C'est-à-dire nous ne devons pas être de ceux qui se lèvent et commencent à penser une alternative parce qu'il y a un problème. Il faudrait déjà que nous ayons des structures,
des structures qui sont budgétisées, qui sont financées, qui existent pour qu'en cas de pandémie, en cas de désastre naturel, en cas de désastre humanitaire, que ces structures déjà existantes puissent alléger la tâche à la méga structure qui est l'État, juste pour essayer d'amortir les chocs. C'est vrai, on le dit que les pays les plus développés, les plus industrialisés, sont les pays les plus frappés par cette pandémie. Mais lorsque l'on compare le nombre de décès causés par la malaria, cela ne représente rien par rapport au nombre de décès que les États-Unis, que l'Italie connaît, la France, ainsi de suite. Donc nous avons des perspectives très très biaisées parce que nous voulons voir les choses dans l'immédiateté. Nous n'avons pas la vision du long terme. Parce que si nous regardons les 10 dernières années, les décès qu'il y a eu dans les 10 dernières années sont de loin plus importants que les décès causés par la Covid depuis son apparition. Et qu'est-ce que l'Afrique a eu à connaître comme cause de décès? C'est la malaria, c'est la famine. La famine. Donc l'Afrique devrait pas seulement se mobiliser pour faire face à la pandémie, mais l'Afrique devrait aussi mobiliser toutes ses ressources intellectuelles, spirituelles, morales et scientifiques pour pouvoir bouter hors de son territoire la pauvreté. La pauvreté qui est l'épidémie qui ne pardonne pas en Afrique. La pauvreté est pire que Covid-19. Pauvreté, et la malaria, les sida, voyez-vous? Parce qu'un autre fait, c'est que cette pandémie est très ravageuse lorsque vous trouvez avec un système immunitaire déficient. Voyez-vous, parce qu'il y a une autre maladie, parce que vos anticorps ont déjà été affectés. Donc je pense qu'à la fois, nous devons tenir aux gestes barrières pour barrer la route à la pandémie, mais nous ne devons pas oublier les problèmes presque permanents que nous avons. C'est comme ça que les hommes réfléchissent. Ces problèmes permanents, entre autres, la famine, la pauvreté. Vous vous rendez compte que dans des villes comme Chikapa, le nombre de déplacés qui ne se fuient pas la guerre, mais des déplacés humanitaires. Pourquoi? Parce que fuient la famine. Ils fuient la famine. Et pourtant, l'insécurité aussi. Nous avons d'abord cette insécurité alimentaire. Ça, on n'en parlait pas. Voyez-vous? Ça, on en parle. En fait, l'homme congolais parle de quoi? L'homme congolais n'aborde que les questions abordées par l'étranger. Si l'étranger, si la presse internationale se focalise sur l'insécurité dans l'est du pays, du coup nous oublions l'insécurité alimentaire. Parce que l'insécurité alimentaire est aussi ce fléau qui a fait que beaucoup de Congolais aillent se jeter dans des pays voisins où ils sont presque déshumanisés de par les traitements qu'ils sont en train de subir. Donc nous devons à un moment donné non plus traiter les problèmes que l'étranger a évoqués, mais traiter les problèmes que nous avons nous-mêmes diagnostiqués. C'est-à-dire ne plus voir le monde avec les lunettes des autres, mais mettre nos propres lunettes et essayer de voir qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, qu'est-ce qui nous ramène dans le Conseil des Nations en tant qu'un État fort et puissant, qu'est-ce qui fait que les autres nous regardent autrement. Et pour que les autres nous regardent autrement, nous ne devons pas prendre une pilule en se basant sur le diagnostic de quelqu'un d'autre. Vous savez, en médecine, un médecin sérieux ne vous prescrit pas une ordonnance sur base des examens effectués par son confrère ou son collègue. Il va vous exiger le même examen et même aller au-delà de ce que vous avez déjà fait. Pourquoi? C'est pas qu'il n'ait pas confiance en l'autre, mais il pense que c'est juste un sens de responsabilité. Et c'est ce que nous devons nous aussi faire. Il ne faudrait pas appeler drame ce que les autres appellent drame. Il ne faudrait pas appeler anodin ce que les autres appellent anodin. Parce que ce que les autres considèrent comme étant anodin peut être dramatique pour nous. Quel est le cas avec la malaria? Tel est le cas avec la malaria, tel est le cas avec le sida, qui tue plus de monde que la pandémie. Voyez-vous? Pour preuve, regardez, cette pandémie tue plus à Kinshasa. C'est à Kinshasa qu'on a le plus grand nombre de personnes infectées. Mais pourtant, c'est à l'intérieur du pays qu'on a le plus grand nombre de personnes décédées. Décédés non pas à cause de la pandémie, mais décédés à cause d'autres maladies. La malaria, diabète, cancer, typhoïde, des décès dus à l'accouchement. Je ne veux pas parler des décès post-prénatal, voyez-vous. Tout ça
devrait nous amener en tant qu'élite nationale, devrait nous amener en tant que penseurs et leaders d'opinion à pouvoir regarder notre situation en ayant nos propres lunettes et non pas des lunettes que nous avons empruntées. Et en ayant nos propres lunettes et non pas des lunettes qu'on a empruntées, parlons maintenant Congo. Nous sommes au début de l'année, il y a 2 ans dans ces pays. C'était une grande première, non seulement pour le Congo, mais pour l'Afrique en général. Il y a eu alternance pacifique entre un président sortant, vivant et en bonne santé, et un président entrant. 24 mois après, docteur Makangu, pensez-vous que l'espoir qu'avait charrié ces grands jours, ces grands événements, a volé en éclats? Vous savez, nous sommes dans une société très politisée. Je dis même que l'un des mots qui ronge le Congo, qui fragilise le Congo, c'est l'hyperpolitisation, à côté de l'hyperspiritualisation. Ah, les deux. Hein. Les deux, voilà. Parce que la question que je me pose et que je répondrai avant de répondre à votre question, c'est celle de savoir, peut-on parler du Congo sans être politique? Peut-on penser Congo sans être du FCC, Cash ou la Mouka, ou de l'Union sacrée aujourd'hui? Pouvons-nous discuter sur un plateau de télévision, émettre des avis, sans avoir une coloration politicienne? J'ai dit oui. Parce que si c'est non, c'est que nous ne sommes plus une société. Parce qu'une société, avant d'être politique, elle est d'abord sociologique. Elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord un espace dans lequel des hommes et des femmes partagent un même passé et aspirent à un même avenir glorieux. Oui, 2 ans après, je pense que les acteurs politiques eux-mêmes ont été francs. Ils ont été honnêtement, scientifiquement honnêtes en disant que les 2 ans n'ont pas donné les résultats escomptés et ils ont évoqué les raisons pour lesquelles. 2 ans de gâchis. Bon, je ne vais pas dire 2 ans de gâchis parce que dans ma philosophie, soit je gagne, soit j'apprends. Donc je ne vais pas dire 2 ans de gâchis. Mais 2 ans de lenteur, 2 ans de bégaiement. C'est lui qui n'avance pas, recule. Recule. 2 ans de stagnation, 2 ans de tâtonnement, 2 ans de sacrifice aussi, 2 ans des efforts stériles, 2 ans. Mais je pense que tout ça, c'est parce que dès le départ, nous avions très mal défini les choses. Vous savez, le plus grand problème auquel est confrontée l'élite africaine, c'est d'abord le problème des concepts, le problème des paradigmes. Comment voyons-nous les choses? Comment définissons-nous les choses? Il n'y a pas changement sociétal juste parce qu'il y a avènement d'un nouveau régime politique. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas changement juste parce qu'un régime part et un autre arrive. Avant d'arriver à la question de ces 2 ans, je vais vous ramener un tout petit peu en arrière. Quand je dis que nous avons toujours tendance à regarder les choses avec les lunettes empruntées. Écoutez, des années 80 jusqu'aux années 90, tous nous étions convaincus dans ces pays que les mâles zaïrois avaient un nom. C'était Mobutu. Ce qui a fait que tous les efforts consentis pour apporter l'amélioration des conditions de vie ont été réduits à la chasse d'un individu. Ce qui fait que le jour où Mobutu part du pouvoir, le 16 mai 1997, et que le 17 mai, lorsque l'AFDEL entre, avec on a Laurent parlé Désiré de la libération. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir en réalité c'est quoi une libération. Quand parle-t-on d'une libération? On se libère contre qui? Contre quoi? Et on accède à quoi? On s'est libéré du joug dictatorial. Mais justement parce que on a laissé, on s'est laissé utiliser un concept dont les autres ont donné le contenu. Parce que le contenu de ce concept, c'est la libération, c'était le départ de Mobutu. Mais vous allez vous rendre compte quelques temps après que nous avions mal défini les choses. Vous savez, votre émission s'appelle Enjeu. Quel était l'enjeu de la chute du régime de Mobutu? Un régime que je ne regrette pas. Un régime que je ne souhaiterais même pas revoir
à cause de ce bévir, mais aussi à cause de ses incapacités à atteindre le but pour lequel le peuple espérait en ce régime-là. Mais écoutez, lorsque le régime Mobutu part, c'est un régime qui part. Mais nous n'avions pas vu 3 autres nations qui étaient porteurs de ce que nous avions appelé libération. Parce qu'en réalité, M. John, aucun autre peuple ne peut apporter la libération à un peuple. La libération a toujours été une œuvre personnelle et individuelle. Or, nous, lors de la libération, il a fallu utiliser les armées étrangères. Les troupes étrangères. D'où nous n'avions pas assez... En fait, la haine contre Mobutu, hein, cette arme qui Mobutu doit partir, nous a tellement aveuglés qu'on n'a pas vu le Rwanda, qu'on n'a pas vu le Rwanda. Au nom de la solidarité africaine, mais justement parce qu'on n'a pas bien réfléchi, des pays frères nous viennent en aide, ça ne pose pas problème. Quelques années après, on l'a vu. Peut-être parce que la facture n'a pas été bien négociée. Justement parce que, quelque part, parce qu'on ne l'a pas pensé. On ne l'a pas pensé, M. John. Lorsque Dieu veut libérer Israël, il ne peut le faire que par un Israélite, même s'il a grandi en Égypte. Voyez-vous? Lorsque Dieu veut libérer la race humaine, il ne peut pas le faire du ciel. Il doit lui-même être homme. Ainsi, il se fait homme par Jésus-Christ. On ne peut pas être libéré par un autre peuple. On ne peut pas être libéré par un autre acteur si ce n'est vous-même, parce que la clé de la libération ne s'ouvre que de l'intérieur et jamais de l'extérieur. D'où on peut passer d'un régime dictatorial à un régime de... Aujourd'hui, tout scientifique avéré peut se rendre compte combien d'années nous sommes restés sous le contrôle. C'est ce qui s'est passé du Zaïre au Congo. Voilà. C'est-à-dire, même le président, l'ex-président lui-même l'a dit, qui n'a pas réussi à changer les Zaïrois en Congolais. Pour dire que même après Mobutu, les Zaïrois étaient restés. Parce que nous avons voulu arrondir les branches, mais sans voir la racine. Parce que la racine du mal congolais n'est pas un individu. C'est toute une mentalité. Et c'est cette mentalité qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Nous changeons de nom, mais nous sommes restés les mêmes. Nous changeons de la peinture, mais c'est le même intérieur, c'est le même moteur, c'est le même problème que le véhicule. Comme aujourd'hui on a changé les FCCK chez Alignon, avec l'avènement du président Félix Antoine, le 24 janvier 2019. Tous, nous avions espéré. Applaudi. Applaudi. Et moi, jusqu'aujourd'hui, je continue à applaudir. Je continue à espérer en tant qu'homme de Dieu. Mais aussi quand je... Vous avez déjà perdu 2 ans, hein, on espère. Bon, comme je vous ai dit, moi, je ne perds pas. Soit je gagne, soit j'apprends. J'ai appris pendant 2 ans. J'ai appris pendant 2 ans qu'il ne faut plus faire confiance à l'homme politique congolais. C'est ce que j'ai appris. J'ai appris pendant 2 ans que le changement n'est pas simplement le changement d'individu. J'ai appris qu'un homme, angélique soit-il, ne peut rien. Si autour de lui, il n'a pas de collaborateurs aguerris. Et qu'un homme n'est pas 100% diabolique aussi. Non, c'est ça justement le mal. Nous diabolisons ce qu'il faut guérir et nous sanctifions ce qu'il faut condamner. C'est ça notre mal. Un homme ne peut pas être totalement diabolique. Un homme change. Mais pour qu'un homme change, il faudrait établir les bases sur lesquelles va se fonder ce changement-là. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Lent d'ailleurs. Bien sûr, parce que le fond... On ne change pas par un coup de baguette magique. Le fond est profond, M. John. On dit en français qu'on ne part pas du blanc, du noir au blanc sans passer par les gris. Donc, on ne peut pas aller de la couleur noire à la couleur blanche sans passer par la couleur grise. Je crois que certainement nous sommes pendant cette période de la couleur grise. Nous sommes dans un virage très important. Et ma prière est que ce virage ne soit pas raté. Un virage périlleux? Oui, un virage périlleux. Avec de manœuvres dangereuses. Hein? Très dangereuses parce que la courbe est tellement réduite. La marge de manœuvre est tellement réduite que nous n'avons pas droit à l'erreur. Et pour que nous n'ayons pas à regretter demain, il faudrait que ce qui a commencé le 24 dans l'esprit du Congolais qui espérait un changement soit matérialisé avec de véritables acteurs. Et ces acteurs-là ne peuvent pas être recrutés que dans le monde politique.
parce que je ne cesse de le dire, une société n'est pas que politique. L'homme politique congolais a montré ses limites. L'homme politique congolais a montré de quel côté il se tient. Il ne se tient pas du côté de la population, il se tient du côté de ses intérêts. L'homme politique est capable de vous injurier le matin et de vous adorer le soir pourvu qu'il trouve son intérêt. Or, le président a reçu le mandat du peuple. Mais avant de recevoir le mandat du peuple, le président a reçu le mandat de Dieu. Et partant de ce mandat de Dieu, le président a la vocation de bâtir une fondation. Fondation sur laquelle le développement et le progrès de demain vont être érigés. Et pour cela, il faudrait de sa part de l'abnégation. Il faudrait de sa part un certain détachement de la classe politique pour amener cette classe politique à regarder dans la même direction. Quelle direction? La direction du progrès populaire. La direction de redonner à la nation congolaise ses lettres de noblesse. La direction vers laquelle la classe politique doit regarder, c'est cette direction qui résout le véritable problème des Congolais et du Congo. Parce que la plupart des problèmes qu'on résout jusque-là ne sont que des problèmes politiciens. Je vous ai dit, vous vous rappellerez sur votre plateau, que la victoire d'un camp politique sur un autre camp politique n'est pas forcément la victoire de la nation. C'est une victoire individuelle, partisane. C'est une victoire partisane. Or, aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, 21e siècle, avec tout ce que nous avons comme potentiel et vocation divine en tant que nation, nous ne sommes plus au temps où nous devons nous déchirer, nous entrer dedans, juste parce qu'on est de telle ou telle autre partie. Ce qui vient de se passer aujourd'hui avec la classe politique, je crois qu'il est un signal pour le chef de l'État, mais aussi une interpellation pour l'élite congolaise. Parce que l'élite, je répète, n'est pas que politique ou politicienne. C'est une interpellation pour dire qu'avec cette classe politique, on ne peut pas espérer grand-chose. Mais moi, je continue à croire parce que le pouvoir attire la sagesse de Dieu, surtout lorsqu'on la demande. Je continue à croire que le chef de l'État, avec la vision et le fardeau qui l'anime, peut se passer de certains acteurs dits incontournables pour faire appel à d'autres intelligences dans la nation qui pourraient, sans intérêt partisan, sans un discours politicien, faire ce que la nation avance. Et pour cela, le grand chantier, c'est le chantier du changement de la mentalité. Parce que l'homme politique que nous décrions aujourd'hui, que nous condamnons aujourd'hui, il ne vient pas de notre pays. Il est l'émanation de la couche congolaise. Donc c'est pour dire, c'est que l'homme politique... Comme qui dirait, chaque peuple mérite ses dirigeants. Alexis de Tocqueville, c'est ce qu'Alexis de Tocqueville dit. Dans une démocratie ou sans démocratie, le peuple a les dirigeants qui méritent. Alexis de Tocqueville. Écoutez, l'homme politique congolais n'est que l'émanation de la souche congolaise. Et il devient ainsi le symptôme d'une maladie nationale. Quelle est cette maladie? C'est que le Congolais n'a pas d'idéal. Le Congolais se bat plus pour les individus que pour des idéaux. Et pour les intérêts matériels, non? Mais justement, il se bat pour les individus en espérant recevoir de cet individu une exonération matérielle. Or, un peuple devrait avoir un idéal pour lequel il se bat. Un peuple devait se construire un mythe pour lequel il est prêt à sacrifier son sang. Un peuple devait se construire un leadership, devait avoir devant soi un leadership tellement illuminé, tellement capable de galvaniser la foule, tellement capable de créer une synergie pour dire que Léo, aujourd'hui nous voulons nous battre. Nous voulons nous battre pour nous réapproprier de notre destin. L'homme politique a prouvé que le Congolais n'a pas d'idéal, que le Congolais parle trop, mais il ne pense pas ce qu'il dit, parce qu'il ne veut pas dire ce qu'il devrait penser. Donc l'homme politique aujourd'hui que nous décrions, il est notre émanation. La question, c'est de nous poser... C'est le fruit de notre société. C'est le fruit de notre société. Donc, cette société-là ne peut pas être l'actrice, avec ses citoyens, ne peut pas être l'actrice d'un changement que nous entendons parce que le freinage, ce n'est plus le Rwanda. Le freinage, ce n'est plus la communauté internationale. Le blocage, ce n'est même pas X ou Y, le blocage, c'est l'homme congolais. Mais que faut-il faire maintenant? Un deuxième déluge? Il faut guérir cet homme congolais. Comment le guérir? Il faut le repenser. Parce que cet homme-là n'a jamais été pensé par nos dirigeants.
Nos dirigeants depuis l'indépendance ont hérité d'un homme programmé par la colonisation, d'un homme dont la programmation de la colonisation a été renforcée par la dictature, un homme dont la programmation renforcée par la dictature a été perdue avec d'autres régimes parce que l'homme, on ne lui a pas dit quel était le port, quel était... il naviguait à vue. Il naviguait à vue. Voilà. Alors, M. John, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de repenser l'homme congolais. Il nous faudrait un leadership qui accepte d'être traité de chèque aujourd'hui, mais demain de nous engager sur l'autoroute du développement. Parce que le plus grand piège que le leader rencontre souvent dans l'exercice de son leadership, c'est le souci de résoudre les problèmes immédiats. Or, les problèmes immédiats peuvent devenir une distraction, une désorientation pour ne pas résoudre le véritable problème, le problème générationnel. Aujourd'hui, il faut repenser l'homme congolais. Quelle est la machine appropriée pour penser un homme? C'est l'éducation. L'éducation. Première machine. L'éducation. Or, lorsque vous sculptez la société congolaise, partant de la plupart des régimes que nous avons eus, vous constaterez la légèreté avec laquelle la question de l'éducation... Mais docteur, même aujourd'hui, on parle Covid-19, les bars continuent de fonctionner, vous les églises, excusez-moi, vous fonctionnez normalement, mais pendant ces temps, ce sont les écoles, nos universités qui sont fermées à cause de la Covid. Comment expliquer ces deux poids, deux mesures? À cause de la Covid, bon, ça je ne sais pas expliquer. Une preuve de plus que l'éducation je ne sais pas expliquer ce que pose un sérieux problème. Les experts ont pensé. Mais quant à moi, je pense que ce qu'on appelle éducation à distance par vidéo, ainsi de suite, ça ne peut pas marcher chez nous. Ça laisse à désirer. Ça ne peut pas marcher chez nous parce que nous étions largement en retard. Vous savez que le Congo fait partie des pays africains le moins connectés à l'Internet. Le moins connecté, le Congo. L'éducation. L'éducation. L'éducation, comme disait Mandela, c'est l'arme la plus puissante pour apporter le changement. L'éducation. On ne peut pas la marchander. C'est-à-dire, le leadership qu'il faut, et je l'espère que le chef de l'État, lorsque je vois déjà cette tentative de se lancer dans la gratuité, qui a du plomb dans l'aile. Hein? Beaucoup de gabégie aussi derrière justement parce que, cette gratuité. Parce qu'on veut tout résoudre. Une véritable mafia s'est installée. Politique. On ne peut pas résoudre le problème partant du sommet de la pyramide. Il faut aller de la base. Et quand je parle de l'éducation, monsieur John, je ne me limite pas au programme scolaire. Parce que l'éducation, lui... L'éducation est beaucoup plus large. Plus large. Il n'y a pas que l'école qui est actrice. Il y a l'église, il y a la famille, il y a les médias que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous le rassurer, faites un sondage, vous êtes scientifique, faites un sondage, vous allez vous rendre compte que le jeune Congolais est plus formé par les médias que par l'université. Par les réseaux sociaux. Moi, je suis à l'université. Combien de fois vous recevez des questions des étudiants? Ils vous posent, question qui n'a aucun fondement scientifique. Mais c'est une question qu'il a tirée d'un juriste sur un plateau de télévision, lors d'un débat. L'étudiant ne sait pas que lors d'un débat, des professeurs constitutionnalistes qui se contredisent, ce n'est pas que la science se contredit, mais c'est plutôt leurs opinions politiciennes qui se contredisent. Et l'étudiant prend cela et il vient poser la question à l'université en ayant déjà un penchant. D'où les médias sont aujourd'hui un des grands vecteurs qui propage l'éducation. Voilà pourquoi l'État doit toujours veiller pour savoir quels sont les programmes qui sont diffusés au travers des médias. Parce qu'un État, une nation sérieuse, ne laisse pas n'importe quel journaliste, n'importe quelle émission, n'importe quel contenu être diffusé. Vous savez, en Suisse, on avait constaté un temps qu'il y avait une vague de suicides. On s'est rendu compte que cette vague était alimentée par un fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un suicide, les médias relayaient. Or, tout ce que les médias relayent... C'est une sorte d'apologie du suicide. Voilà. C'est-à-dire que cette apologie du suicide a fait que les Suisses ne voyaient plus d'autres issues face à leurs problèmes. D'où l'issue, la seule issue, c'était le suicide. Alors,
Qu'est-ce que l'État a dit? On va taire cette apologie. Maintenant, qu'il y ait suicide, qu'il n'y ait pas suicide, On l'ignore. On ignore. Voyez-vous, on ignore parce qu'on ne peut pas résoudre un problème dont on fait l'apologie. Donc, l'arme efficace, M. John, c'est l'éducation. Il faut repenser l'homme congolais, changer l'homme congolais dans sa mentalité. Amener l'homme congolais à vivre pour un idéal. Amener l'homme congolais, lorsque cela partira de la base, le jeune homme qui grandit, qui adhère à un parti politique, ne va pas faire les transhumances que nous voyons aujourd'hui. Cette transhumance qu'on voudrait bien justifier par un bon français, mais qui en réalité accuse d'un vide idéologique, accuse d'un vide parce que il vaut mieux être accompagné pour des gens qui partagent avec vous une même idéologie, mais non pas parce qu'eux aussi voudraient profiter de votre engin, de votre véhicule pour arriver là où ils veulent arriver. Et c'est ce qui bloque la plupart des sociétés congolaises. L'homme congolais doit être repensé. L'homme congolais, il faut changer sa mentalité. Le programme de changement de mentalité passe par l'éducation. Passe par l'éducation. Il faut faire appel à tous ceux qui ont accès à l'homme congolais, à tous ceux qui sont écoutés par l'homme congolais. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a aussi les services d'intelligence, qu'on appelle habituellement service de renseignement. C'est d'abord un service d'intelligence dont le but consiste... C'est là qui est pour traquer les politiciens. Non, pas seulement pour traquer, c'est pas ça. Le but, c'est d'abord de détecter les éléments. Anticiper. Détecter, anticiper les éléments qui peuvent contribuer au progrès. Sur un État policier. Or, un État policier, c'est un État qui se voue au sous-développement, qui se livre au sous-développement. Détecter les intelligences dans le milieu religieux, dans le milieu scientifique, dans le milieu culturel, pour dire qu'avec lui-ci, je crois qu'on peut aller bien avant, de l'avant. Parce que la publicité d'une nation ne peut pas être réduite seulement au secteur politique. Johnny Hallyday a vendu la France plus que certains ministres français. Michael Jordan a vendu les États-Unis plus que certains hommes d'État français. Michael Jackson, n'en parlons pas. Michael Jackson, tous ces gens-là. Des hommes d'affaires tels que Henry Ford, JP Morgan, Andrew Carnegie. Ils ont vendu leur pays autant que les politiciens l'ont fait. Mais le problème chez nous, c'est que la nation appartient d'abord aux politiques. Ils ont pris les pays en otage. Ils ont pris les pays en otage parce que l'élite a démissionné. Lorsque l'élite démissionne, la nature a horreur du vide. L'élite a démissionné de son travail, de sa responsabilité, d'où aujourd'hui le débat est mené par l'homme de la rue. À tel ensemble que même sur un plateau de télévision, deux professeurs d'université qui débattent sur des questions aussi existentielles, c'est le langage de l'homme de la rue qu'on utilise. Le concept qu'on utilise aujourd'hui, c'est le langage de l'homme de la rue. Pourquoi? Parce que notre nation est tombée trop bas. Nous avons fait la guerre au savoir. Nous avons fait une guerre à l'intelligence. Et c'est le courage qui a pris place. Le courage a pris la place de l'intelligence. Le courage a pris la place de l'élégance. Le sans-foutisme a pris la place de l'éthique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur un débat de télévision, l'on discute scientifique, mais on a le langage de l'homme de la rue. C'est l'homme de la rue qui nous donne la matière à traiter. En lieu et place, que ce soit l'élite qui donne à l'homme de la rue la direction à suivre. Donc nous sommes dans une société dont les valeurs ont été inversées. Oui. D'où la restauration de la nation doit commencer par la restauration des valeurs. C'est-à-dire renverser les valeurs pour leur donner leur sens initial. C'est quoi le sens initial? C'est qu'il faut l'exemplarité. C'est qu'il faut un modèle. C'est qu'il faut un prototype des Congolais. Et on se bat, chacun dans son secteur, pour qu'on ressemble à cette fille congolaise, à cette femme, à cet homme congolais, parce que c'est le type de Congolais qui fera en sorte qu'en 2035, en 2040, que le Congo, dans le concert des nations, au niveau de la région africaine, soit le moteur. Que le Congo
prenne la place économique du Nigeria aujourd'hui, que le Congo prenne le leadership qu'assume l'Afrique du Sud aujourd'hui, que le Congo devienne l'interlocuteur valable des pays occidentaux lorsqu'il s'agit de décider sur le destin africain, du continent africain. Mais pour cela, ce n'est pas seulement au moyen de Mabolongo qu'on va le faire. Ah oui, hein. Ce n'est pas seulement au moyen de la prière. La religion serait l'opium du peuple. Non, la religion devient l'opium du peuple. C'est beaucoup plus réel encore de nos jours, hein, surtout en RDC. Seulement parce que l'élite a démissionné. Même l'élite religieuse a démissionné. À telle enseigne qu'aujourd'hui, les prédicateurs les mieux écoutés sont ceux en principe qu'on ne devrait pas écouter. Et qui commencent même à beaucoup plus parler politique que des affaires des dieux. Mais justement parce que... Même devant la chair. Mais la politique, justement parce que la politique est restée longtemps comme étant le seul secteur rémunérateur dans la société. Et ce n'est pas aujourd'hui. Rappelez-vous de ce qui s'est passé du 20 janvier au 20 février lors de la table ronde politique à Bruxelles. Tous les hommes politiques étaient là, la seule fois où les Congolais ont fait l'unanimité. Les autres ont même refusé de continuer le débat sans Lumumba. Un avion a été affrété, Lumumba est arrivé. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé au mois d'avril. Quand il fallait discuter sur les questions économiques, tous ont déserté. Pourquoi? Parce que l'homme politique pense que la politique, c'est seulement la politique. Oubliant que la puissance est d'abord économique avant d'être politique. Donc, nous débattons sur les questions politiques. Mais en fait, la politique tient tous les autres secteurs en état. Faites-moi une bonne politique et je vous ferai tous les restes. Mais là, il faudrait définir c'est quoi une bonne politique. Une bonne politique, c'est aussi se rassurer que vos citoyens aient quelque chose de convenable dans leur assiette. C'est ça la bonne politique. La bonne politique, c'est aussi de se rassurer que les institutions que vous mettez en place aujourd'hui ne vont pas tomber comme un château de cartes demain après votre départ. C'est quoi la bonne politique? La bonne politique, c'est de rendre le peuple meilleur que vous l'avez trouvé. C'est quoi la bonne politique? La bonne politique, c'est de faire à ce que quiconque évoque le nom de votre pays voie en cela l'excellence, la puissance, la richesse, la prospérité, la sécurité. C'est quoi la bonne politique? La bonne politique n'est pas simplement le débat. La bonne politique, c'est aussi de se rassurer que les budgets alloués à l'éducation et à la défense sont les budgets les plus importants. La bonne politique, c'est cela. La bonne politique, ce n'est pas seulement FCC, cash, union sacrée, ainsi de suite. La Mouka, non, non. La bonne politique, c'est aussi que l'infrastructure prioritaire à construire, ce ne sont pas des immeubles, ainsi de suite, c'est l'homme. La bonne politique, c'est de doter à l'homme congolais une mentalité telle qu'il ne soit pas complexé devant les étrangers. La bonne politique, c'est d'aider l'homme congolais à se réapproprier de son économie nationale. La bonne politique, M. John, c'est de laisser que l'étudiant congolais ne soit pas resté 5 ans en train de chercher du travail alors qu'il a la capacité d'en créer. C'est ça la bonne politique. La bonne politique, M. John, c'est que ce ne soit pas seulement le Koulouna qui s'engage dans l'armée. La bonne politique, c'est que même le garçon qui a obtenu son diplôme d'État avec 65% soit tenté d'intégrer l'armée. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, autant je peux servir la nation en étant médecin, je peux aussi servir la nation en étant militaire. C'est ça la bonne politique. Lorsqu'un pays a 9 voisins comme nous là, l'armée doit être un prestige. L'étudiant peut se décider, après sa licence, je veux faire l'armée, s'il a encore moins de 30 ans. C'est ça aussi la bonne politique. C'est que la bonne politique, l'armée ne doit pas être laissée, et la police, aux gens qui ont échoué. Je dis, le faux n'est que l'ombre de lui-même. Mais justement... Cette académie des formations des militaires. Justement parce que nous négligeons les leviers de puissance. L'armée, l'économie, l'agriculture. Nous sommes devenus un pays de juristes, un pays de politologues, un pays de médecins. Un pays de savants. Un pays de savants, où tout le monde connaît tout et personne n'a à apprendre de qui que ce soit. Or, lorsque l'intelligence devient l'apanage de tout le monde, c'est la preuve qu'il n'y a pas d'intelligence. Parce que dans une société qui se respecte, il y a toujours une catégorie qu'on appelle... L'intelligence aussi ne doit pas être l'apanage d'une
certaines catégories de Il y a personnes. une catégorie qu'on appelle dans une société l'intelligentsia. Ce n'est pas que le reste de la population soit composé de fous, Des non, idiots. des idiots ou des imbéciles. Mais il y a toujours une catégorie de personnes. De personnes mises à part. L'essence originelle du mot. C'est elle l'élite. Mais l'élite congolaise a montré ses limites. Ce n'est pas la matière grise qui manque en RDC, docteur Makangu. Ce n'est pas le diplôme qui nous manque. C'est ce qu'il faudrait dire. Ce n'est pas le diplôme qui manque. Parce que la matière grise, quand nous considérons ce que nous sommes aujourd'hui, avec tout ce que nous possédons, nous devons avoir honte pour dire, sommes-nous intelligents ou bien sommes-nous simplement diplômés? Et moi, je pense que nous avons placé les diplômes au-dessus de la matière grise. Pourtant, le diplôme ne devait être qu'une présomption de connaissance. Aujourd'hui, nous en payons les prix. Aujourd'hui, nous en payons les prix. Regardez les débats que nous avons aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, le changement, comme je l'ai dit, on le pense. Le changement nécessite des acteurs qui sont épris, des acteurs qui rêvent d'une même ambition. C'est quoi cette ambition? C'est le progrès. Des gens qui voudraient entrer par la grande porte de l'histoire. Des gens qui ne voudraient pas seulement construire des maisons et des villas à léguer à leurs enfants, mais des hommes qui pensent plus aux générations à venir. Voyez-vous? Et ce sont ces hommes-là que nous manquons aujourd'hui. Parce que moi, je suis de ceux qui croient au chef de l'État. Je crois en sa foi en Dieu et je crois en lui-même. Ma prière, c'est que Dieu mette autour de lui des hommes. Mais qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est à Dieu de mettre? Non, je ne pense pas que c'est à Dieu de mettre. Ma prière plutôt est que lui-même, l'homme de Dieu, le chef de l'État, puisse recruter, parce que le président John Fitzgerald Kennedy disait, on reconnaît la grandeur d'un leader par la qualité des hommes qui composent son cabinet, qui composent son staff, son administration. Ma prière est que le chef de l'État voie au-delà des classes politiques, des partis politiques. Parce que ce parti politique, nous avons vu leurs limites. Je ne suis pas en train de jeter de l'opprobre sur toute la classe politique parce qu'il y a des éminences dans nos politiques. Il y a des hommes super structurés, hyper structurés, des hommes très bien structurés, des hommes ayant le sens d'amour du prochain, des hommes qui sont prêts à se battre, à mouiller leur maillot pour que le Congo avance. Mais quelque part, c'est le système qui les étouffe. Nous, le changement doit aussi consister à démanteler les systèmes pour le remplacer par les systèmes. Parce qu'on ne change pas un système en changeant les acteurs. Il faut changer non pas les acteurs, parce que c'est le système. L'acteur ne fait rien. Non, mais l'acteur incarne le système. On pense d'abord le système. Ciblant ses principaux acteurs. On pense d'abord le système avant de faire appel aux acteurs. Voyez-vous? On pense d'abord le système avant de penser les acteurs. Nous nous inversons. Nous on appelle les gens, on dit ok, on fait partie des autres, on les remplace. Regardez, on a fait partie le mouloutisme. Oui. N'est-ce pas qu'aujourd'hui on a parlé de la Kabylie? Et aujourd'hui on tente de faire partie de la Kabylie avec les FCC. Maintenant il faudrait définir c'est quoi la Kabylie. Quand vous définissez la Kabylie, vous allez vous rendre compte que la Kabylie c'est le mouloutisme. Bonnet, blanc, blanc, bonnet. D'où l'intelligence voudrait que ce ne soit plus les individus que l'on chasse, que l'on maudisse. Il faut maudire le système. D'où c'est l'avènement d'un nouveau système. Le même système peut changer des acteurs, mais les systèmes restent les mêmes. Voilà. Les systèmes restent les mêmes. Et c'est ce qui nous bloque, nous, en Afrique. Tel n'est pas le cas avec l'Union sacrée aujourd'hui. Nous ne tombons pas dans la même erreur, dans la même lignée, dans les mêmes pratiques. Je souhaite plein succès à l'Union sacrée. Je souhaite plein succès à l'initiative du chef de l'État. Mais je crois que même en évoluant, je souhaiterais qu'il y ait des réformes en interne. OK? Faire d'une pierre deux coups. On change les acteurs et on change aussi les systèmes. Sinon, c'est du vin nouveau dans les vieilles outres. La conséquence est une et une seule. L'outre va s'éclater et on perdra le vin. Or, le vin, c'est quoi? C'est l'espoir que le peuple a mis dedans. Le vin, c'est quoi? C'est la crédibilité qu'on accorde
au chef de l'État. Sinon, on risque de les perdre simplement parce qu'il a mis du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faudrait faire d'une pierre deux coups. Écoutez, vous savez, quand on a accédé à l'indépendance, on ne voulait plus être dirigé par le colonisateur, qui regardait l'autochtone comme des vauriens. Mais regardez, le colonisateur est parti. Ce sont nos propres frères dirigeants qui ont commencé à se comporter comme le colonisateur. Il faudrait combattre les systèmes qui reposent sur la corruption, sur le clientélisme, le système qui repose sur le non-respect au sacré, du sacré, le système qui repose sur le tribalisme. Et aujourd'hui, un autre mal vient de s'ajouter, qui dans les années antérieures n'était pas aussi fort. C'est le militantisme. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a de ce Congo qui ne regarde le Congo qu'au travers de lunettes de ce parti politique. Et pourtant, les partis politiques peuvent disparaître, mais la nation survivra. Il faudrait combattre les systèmes avec ses contenus. Combattre les systèmes avec ses antivaleurs. Combattre les systèmes avec tout ce qui a constitué une pesanteur pour la nation et qui l'a empêché de ne pas se développer. C'est les systèmes qu'il faut combattre. Mais aussi longtemps que nous n'allons pas combattre les systèmes et que nous allons même commencer à recourir aux mêmes pratiques du système qu'on a décrié, ça serait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Or, tout ce que Dieu attend de nous, ce que l'Afrique attend de nous, c'est de voir un homme géant comme le Congo finalement se relever et relever la tête. Parce que quand le Congo se relève, c'est la région africaine tout entière. Et pas toujours être dirigé par des nains politiques. Hein? Des nains politiques. C'est vous qui le dites. Docteur Makangou, c'est sur cette note que nous atterrissons. Je n'ai pas vu passer nos 3 quarts d'heure. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Le Congo est un patrimoine commun. Plein succès à nos dirigeants, spécialement au président de la République, que nous bénissons tous les jours dans nos prières et à qui nous souhaitons plein succès. Nous bénissons Dieu pour le travail que vous faites, M. John, qui consiste à sensibiliser l'élite, à susciter un réveil dans les chefs de l'élite congolaise. Nous bénissons Dieu, nous bénissons tous les hommes de Dieu qui sont en train d'abattre un travail excellent dans des conditions très difficiles et nous invitons le peuple de Dieu à continuer à observer les gestes barrières. Voilà. Merci beaucoup, docteur Makangou, et dans l'espoir de vous retrouver très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci. Messieurs et dames, le docteur Silas Makangou a été suffisamment clair et éloquent. Il a passé en revue les mots principaux qui rongent la société congolaise tout en proposant les remèdes, les pistes de solutions pour guérir l'homme congolais. En tout cas, c'est sans commentaire de notre part et au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.